Bonjour. Le quartier français и le Centre culturel Франкотек приглашают вас на лекцию по математике с использованием интерактивных и игровых элементов. И сегодняшнее мероприятие проведет Тома Ферник. Bonjour. Тома – исследователь в области математики и информатики в Национальном центре научных исследований в Париже. И в настоящее время также работает в Высшей школе экономики. Merci. Je parle en français, moi, par contre. Si vous avez des questions pendant l'exposé, vous m'interrompez, y compris si c'est des mots que vous ne comprenez pas. Normalement, je sais à peu près tous les dire en russe, mais ça ne vous aidera pas forcément. Donc, je vais vous parler de puzzle. Vous savez ce que c'est un puzzle? Si, vous savez ce que c'est un puzzle, normalement. Sinon... Donc voilà, j'ai trois parties. Je vais vous parler d'un truc qui est de la quasi-périodicité, ça normalement vous ne savez pas ce que c'est. Les quasi-cristaux, ça normalement vous ne savez pas ce que c'est. Et d'indécidabilité, et normalement vous ne savez pas non plus ce que c'est. Donc voilà. Alors d'abord, quasi-périodicité. Donc j'ai des puzzles. Alors malheureusement, j'ai plus cet exemplaire parce qu'on me l'a piqué. Mais j'ai un puzzle, vous voyez, il a une pièce, comme ça. Et j'ai plein de pièces, mais c'est toutes les mêmes. Imaginez, j'ai plein de pièces comme ça. Ouais. Et je veux savoir, est-ce que je peux les assembler pour faire quelque chose de grand, couvrir toute la table, ou plus, si on me donne assez de pièces. Donc en général, la stratégie la plus bête pour les puzzles, c'est d'essayer. Tant que ça marche, tout va bien. Donc on essaye de mettre les pièces, et vous voyez, les pièces, elles ont des petites indentations. Je ne sais pas si vous voyez super bien, parce que vous êtes mis super loin. Vous voyez les indentations, là, hein, donc on peut pas les mettre comme on veut. Je suis obligé de... Ce losange, enfin c'est que des losanges, je suis obligé de le mettre pour faire un petit chevron comme ça. Et ainsi de suite. Si je continue, je regarde, à chaque fois, je n'ai pas le choix sur la façon de mettre la tuile. Je continue, et ça a l'air de bien marcher. Et si je ne suis pas fatigué, je vais très loin, voire... je vais très loin jusque-là. Et là, la question que je vous pose, c'est un exposé interactif, comme, c'est... Est-ce que vous pensez que je peux continuer encore plus loin? Et est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi, me convaincre? Il n'y a pas de raison à ce que tu ne puisses pas continuer. Ouais, c'est pas super convaincant ça. C'est un peu Shadok. Si tu as commencé comme ça, pourquoi tu pourrais pas continuer si ça a marché jusque-là? Et des fois, il y a des choses qui marchent et puis un jour, ça marche plus. Ouais, mais il n'y a pas d'événements extérieurs qui vont faire que les conditions changent. Bon, je suis pas super satisfait comme argument, mais est-ce que quelqu'un a un autre argument par hasard? Si vous avez peur, je prends les commentaires en russe, mais... Non? Bon, alors, tu vois, ça, je suis sûr qu'ils savent, et les enfants de 6e, ça, ils répondent tout de suite. Une raison assez claire pourquoi on peut continuer, c'est qu'il y a un petit élément, ce petit carré là, qu'on peut répéter sur une grille régulière. Si on voit ce qu'on a fait, ce petit carré, on le répète, enfin ce cube plus exactement, on le répète comme ça régulièrement, on le répète ici régulièrement, etc. etc. Et du coup, on se dit, il suffit de tracer la grille, prendre ce petit cube et le copier partout, et on va faire quelque chose d'aussi grand qu'on veut. Vous êtes convaincus? Vous êtes sûr? Alors, est-ce qu'on peut continuer? On peut continuer. Super. C'est une solution que je vais dire périodique, c'est-à-dire que c'est un même élément que je vais répéter régulièrement sur une grille. Donc c'est ce qu'on a l'habitude de voir. Si vous regardez le plafond, c'est un carré qui est répété sur une grille carrée. Si on faisait une salle 2 fois plus grande, on n'aurait pas trop d'inquiétude sur le fait qu'on arriverait à continuer le plafond. Maintenant, j'ai un deuxième puzzle, qui est 2 fois plus dur parce qu'il y a 2 pièces. Donc c'est des pièces qui sont des losanges, un peu pareils. Ils ont aussi des indentations. Alors, les indentations, elles sont un petit peu plus subtiles. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste remarquez juste qu'il y en a qui sont arrondis et d'autres qui sont pas arrondis. D'accord? Donc ça restreint un peu la façon dont on les met. Et puis, je me pose la même question. Est-ce que je vais pouvoir recouvrir toute ma table, tout mon écran? Et j'ai ma même stratégie un peu stupide, mais bon, tout à l'heure ça a marché, pourquoi pas, qui est, il n'y a qu'à essayer. Je commence avec une tuile,
Boum, j'en mets une là, ça marche. J'en mets une là, ça marche. Et là, pas de chance, ça marche pas. Là, je regarde ce petit trou. Si vous voyez les petites indentations qu'il y a, ben, c'est impossible de faire rentrer cette tuile bleue dedans. D'accord? Donc ça allait bien au début. Bon, certes, le début n'était pas très long, mais au bout d'un moment, c'est pas allé. Deux possibilités. Soit ce puzzle est impossible, soit c'est moi qui suis mauvais. Qu'est-ce que vous pensez? C'est impossible ou je suis mauvais? Ah, c'est gentil, mais non, je suis mauvais en fait. Je suis mauvais, mais c'est pas évident de le voir. En fait, bon, je me dis, ok, je me suis gouré, bah, je vais enlever cette pièce blanche qui m'embête, mettre celle-là, et puis continuer, et puis quand même, à force d'essayer, j'arrive à faire tout ça. Donc j'arrive là, et là, je me dis, bah, même question, est-ce que je peux continuer? Comme dirait Clément, jusque-là, tout s'est bien passé. Pourquoi il y aura une catastrophe après? Bon. Est-ce que vous pensez qu'on peut continuer ou pas? Ouais, parce que ça vous semble trop compliqué ou... On voit pas comment prendre un élément et le répéter bien, effectivement. Alors, j'ai pas le dessin. Mais en fait, on va voir qu'on peut quand même le continuer, mais effectivement, exactement comme vous avez vu, on ne peut pas le continuer de façon périodique. C'est impossible de trouver un motif qu'on va répéter. Et donc ça, on appelle ça un puzzle apériodique, ou non périodique si vous préférez. Vous avez des tuiles, vous pouvez faire un truc aussi grand que vous voulez, mais il n'y a pas de petit motif qui suffit de répéter régulièrement. Donc notamment, si jamais vous voulez refaire votre carrelage de salle de bain avec ça, la personne qui pose le carrelage va s'arracher les cheveux, parce que vous ne pourrez pas lui expliquer, bah, il suffit de répéter comme ça, il va devoir essayer, il va devoir décoller les carreaux, c'est plus dur que d'enlever des pièces de puzzle. Donc c'est un peu délicat. Et alors, ces puzzles apériodiques ne sont pas très vieux. Le premier qu'on a trouvé, c'est 1964, hein, donc ça fait quoi, 60 ans. Alors il y a un petit défaut, c'est qu'il y avait 20 000 pièces différentes, donc c'était pas, voilà, pour jouer avec, c'était pas très rigolo, quoi. Surtout que chaque pièce doit être utilisée plusieurs fois, donc il fallait, je sais pas, ramener ces 200 000 pièces et faire jouer les gens avec. Donc ça a été simplifié. Alors il y a plein de résultats. Là j'ai juste une toute petite sélection. Il y en a un qui est très connu, c'est celui de Penrose en 74, qui est le puzzle numéro 2, c'est-à-dire celui qu'on a vu. Il y a 2 pièces. Et celui-là, ce qu'a fait M. Penrose, c'est montrer qu'il était apériodique. C'est-à-dire que c'était possible de continuer aussi loin que vous voulez, mais c'était impossible de le faire de façon périodique, en répétant régulièrement sur une grille un motif. Là, vous êtes forcé de me croire, hein. Je ne vous ai pas rien démontré, je vous le dis. Bon, on va oublier cette petite remarque. Alors, on ne peut pas toujours faire du périodique, mais par contre, on peut faire presque du périodique, on peut faire du quasi-périodique. C'était le titre de la section, c'est ça que je voulais expliquer dans cette section. Qu'est-ce que c'est qu'une solution, un puzzle que vous faites de façon quasi-périodique? C'est-à-dire que si vous regardez, vous avez fait votre puzzle, imaginez sur un truc très très grand, et vous regardez un motif qui vous plaît. Donc je vais revenir en arrière, on va voir prendre ce petit dessin. Par exemple, je sais pas, l'étoile, là, l'étoile blanche vous plaît. Et ben, ce que je vous dis, c'est que cette étoile blanche, elle ne va pas réapparaître sur une grille régulièrement, mais vous allez avoir une certaine distance, par exemple, je sais pas, 30 cm, où à partir de n'importe quel endroit, vous verrez l'étoile à moins de 30 cm. D'accord? Cette étoile-là, on la revoit ici, on la revoit ici, on la revoit ici. Ici, là, c'est des bouts qui vont être complétés par des étoiles. Elle réapparaît partout, si vous voulez, mais pas de façon régulière. Ouais. Donc c'est ça la notion de quasi-périodicité. Hop, donc je vais passer un petit peu. Ouais. Et je vais finir juste cette partie sur une autre façon d'expliquer pourquoi c'est possible de paver avec ces 2 puzzles. Alors vous voyez le premier. Le premier, on avait compris que c'était un cube qu'on répétait sur une grille. Il y a une autre façon de voir ça. C'est si je colorie les tuiles comme ça, je pense que vous voyez plus intuitivement. Qu'est-ce que vous voyez ici? Des cubes.
Est-ce que si on voit ça dans l'espace, à votre avis, c'est plat plutôt ou c'est quelque chose qui fait n'importe quoi? Ouais. Est-ce que ça vous paraît chaotique ou régulier? C'est plutôt régulier. En fait, si vous regardez ça dans l'espace, dans le plan, ça va vous faire, dans l'espace, ça va vous faire quelque chose qui est très très proche d'un plan. Ça va être tout plat pratiquement. Alors il y aura plein de petites bosses comme ça, hein, mais ça va être tout plat. Si vous regardez de loin, vous ne verrez pas qu'il y a ces petits cubes, quoi. Ça vous semblera tout plat. Donc ça, on le voit bien parce que la 3 dimensions, c'est quelque chose qu'on aime bien. Et l'autre, le deuxième puzzle, eh bien, il y a une description mathématique qui est exactement similaire. C'est en décrivant ça comme un plan, pareil, mais dans un espace de dimension 5. Alors, en général, les espaces de dimension 5, on aime moins bien, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas du tout à se les représenter. Mais si vous écrivez votre formule, ça marche exactement pareil, sauf que partout où vous avez 3, vous avez 5. Et notamment, vous pouvez faire votre petit programme d'ordinateur qui vous sort une solution comme ça, et si vous voulez refaire votre carrelage de salle de bain, vous n'avez plus qu'à suivre la solution petit à petit. Vous voyez ça comme un plan en dimension 5? C'est pas très explicite pour nous, dimension 5. Par rapport à dimension 3. 3 dimensions, je perçois, mais là, ça veut dire que tu es dans la 5e dimension, c'est quoi? Ouais, bah moi non plus, je vois rien, c'est normal. Mais on vit en dimension 3, on n'est pas habitué, quoi. Mais ouais, dimension, c'est un mot qui vous fait peut-être peur. C'est peut-être ça que je pourrais dire. Une dimension, c'est un paramètre pour se repérer. Par exemple, tout à l'heure, là, je suis venu en vélo. C'est une très mauvaise idée aujourd'hui. Mon vélo, il a à peu près de dimension 10. Si je dois décrire mon vélo, il faut que je décrive où il est, donc X, Y, Z. Je peux dire qu'il est maintenant. Il faut que je dise le guidon. Enfin, bon, tout le monde s'en fiche, mais si je voulais le décrire complètement, le guidon, il est tourné avec tel angle, ça fait un autre paramètre. La roue avant, elle est avec tel angle. La roue arrière, il y a la vitesse sur le plateau arrière. Il y a la position des pédales. C'est plein de paramètres. Tout ça, c'est des dimensions. C'est juste ça, une dimension. Là, vous avez 5 dimensions, c'est-à-dire que pour repérer où vous êtes, ben, vous voyez les directions. 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5 directions. On va vous dire, ben, pour aller là, il va falloir que tu fasses 2 fois dans cette direction, 1 fois dans cette direction, 3 dans cette autre direction, etc. Vous avez 5 directions, ça vous donne 5 paramètres pour repérer votre position sur le puzzle. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Est-ce que vous êtes perdu ou pas encore? Je ne sais pas, hein, parce que vous êtes un peu discret. Un peu perdu dans les dimensions. On va revenir en dimension 3 après. Enfin, tout de suite maintenant. Parce qu'on va parler de quasi-cristaux, et quasi-cristaux, c'est la variante physique des puzzles quasi-périodiques qu'on a vus. Alors déjà, je ne suppose pas que vous sachiez ce qu'est un cristal, pardon, je parle français bien, il paraît. Donc, un cristal, c'est des atomes qui sont empilés périodiquement. Ouais, ça vous dit quelque chose, ça vous rappelle des souvenirs d'école. Et le fait qu'il soit périodique, qu'est-ce que ça a comme conséquence notamment? C'est que si vous le cassez, eh bien, ça va avoir tendance à se casser le long si vous voulez, des endroits où c'est bien arrangé, quoi. Donc imaginez, vous prenez des pièces de Duplo, vous les assemblez, et vous faites tomber votre structure, bah, ça va se casser le long des pièces de Duplo. Ça va pas, sauf si vous êtes vraiment un peu bourrin, mais sinon ça ne va pas casser les pièces en deux. Donc un cristal, quand vous le laissez tomber, il va se casser et vous allez voir des facettes. Hein, comme sur un diamant. Un diamant, c'est un exemple de cristal. Est-ce que vous connaissez des exemples de cristaux moins chers? Non. Il y a des cristaux, par exemple, des cristaux de sel, ça vous dit quelque chose, ça? Le sel, c'est pas trop cher, ça va. Quand on regarde, c'est des petits cristaux. Hein. Des fois, il y en a des plus gros, mais bon, en général, comme on le vend, le sel, pour la mettre dans la cuisine, ça n'intéresse pas trop d'avoir un cristal de 5 x 5 x 5 cm, mais c'est des choses qui existent. Il y a le cuivre, par exemple. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des tuyaux de cuivre. Enfin, vous en avez sûrement vu dans votre maison pour les canalisations. Est-ce que vous avez déjà acheté du cuivre? Non. Bon, alors je vais abandonner cet exemple. Mais bref, des cristaux, il y en a plein dans la vie courante. Hein. À peu près tous les métaux, ils peuvent avoir une forme cristalline.
Hein, les atomes peuvent se mettre en forme de cristaux. Alors, ils ne sont pas obligés, des fois ils peuvent faire autre chose, mais c'est quelque chose de courant. Alors, pour expliquer un peu plus loin, j'ai besoin d'expliquer ce qu'est une onde. Alors, une onde, normalement, vous avez une bonne intuition, c'est dans l'eau. Quand vous lancez une pierre dans l'eau, ça fait des petites vagues comme ça, qui vont se propager, mais l'eau elle-même, elle ne bouge pas. Hein, si vous mettez un bouchon ici, le bouchon, il va monter, descendre, il ne va pas suivre la vague. Hein, si vous ne me croyez pas, vous avez qu'à essayer, il ne suit pas la vague. Une onde, c'est ça, vous avez une propagation de perturbation, c'est quelque chose qui se déplace, mais la matière, elle ne bouge pas. Donc c'est un truc un peu magique quand même. Donc vous avez plein d'exemples que vous connaissez dans la vie de tous les jours. Donc une vague d'eau, le son. Le son, c'est une onde, c'est-à-dire que vous avez les couches d'air qui bougent. Là, quand je suis en train de vous parler, l'air entre nous, il bouge. Mais les molécules d'air elles-mêmes, elles ne vont pas aller vers vous. Elles font juste comme ça. La radio, la lumière, les rayons X. Les rayons X, vous savez ce que c'est? Oui. Et en russe, je crois, c'est Röntgen. Ouais. Mmh. Donc ça, c'est une onde. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est comment une onde se comporte quand on l'envoie sur quelque chose. Alors, je pense que le plus simple ici, c'est imaginer, vous voyez la mer d'en haut. Oui, la mer MER. Et il y a un poteau, là. Boum. Et il y a une vague qui arrive sur le poteau. Qu'est-ce que vous voyez quand la vague touche le poteau? Qu'est-ce que vous voyez après? Vous voyez quelque chose comme ça. Ça devient des cercles. C'est-à-dire que votre onde, elle est bien dirigée comme ça. Et là, elle va repartir dans tous les sens. C'est une façon de le voir. Ça, c'est une façon de le voir avec le profil. Vous voyez le profil de la vague, hein, les creux et les crêtes des vagues. Ça arrive sur votre poteau et il y a une vague qui repart. Alors, je n'ai dessiné qu'une direction, mais il faut imaginer qu'il y en a dans toutes les directions, des petites vagues dans toutes les directions. Hein, donc ça, normalement, c'est quelque chose qui correspond à votre expérience. Vous pouvez mettre votre jambe dans l'eau plutôt que mettre un poteau. Hein, et vous voyez, vous allez voir, les vagues arrivent comme ça et derrière, ça fait des cercles. C'est aussi pour ça que par exemple, vous pouvez mettre la musique dans une pièce et l'écouter dans l'autre. C'est parce que les ondes, elles vont cogner les coins des murs et elles vont être émises dans toutes les directions et elles vont revenir vers vous. Vous allez pouvoir l'entendre. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, par exemple, il y a certaines ondes, quand les ondes sont graves, ça marche mieux que les aigus. Si vous êtes dans un labyrinthe, quelqu'un fait un son quelque part, il n'y a que les graves qui vont arriver jusqu'à vous. Vous n'êtes peut-être pas souvent dans un labyrinthe. Okay. Ça, c'est quand il y avait une onde. Quand il y avait une onde, mais il y avait juste une jambe. Mais vous avez deux jambes, et les cristaux, c'est encore pire, ils ont plein d'atomes. Donc imaginez, maintenant, il y a tous ces atomes, ou tous ces poteaux dans l'eau, si vous voulez, et pareil, vous envoyez une vague. Chaque poteau va réenvoyer dans toutes les directions l'onde. C'est la même chose que le dessin précédent, sauf que maintenant, au lieu d'en avoir un, il y en a plein, et ils font tous la même chose. Et il va se passer quelque chose qu'on appelle des interférences. C'est-à-dire que dans certaines directions, donc là c'est ce que j'ai dessiné, vous voyez ces deux poteaux là, comme la vague elle fait un petit peu plus de chemin pour aller jusqu'à lui que pour aller là, et après elle fait encore un petit peu plus de chemin, quand je regarde dans cette direction, les vagues vont être décalées, les creux et les crêtes des vagues vont être décalés, et alors ça va dépendre de la direction, mais là sur mon dessin, dans cette direction, vous voyez qu'elles sont pile opposées. Quand il y en a un qui renvoie son onde, et quand la vague est haute, l'onde que l'autre a envoyée, la vague est basse. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont s'annuler et que dans cette direction, il n'y aura pas de vague du tout. Au contraire, il va y avoir d'autres directions où les deux crêtes de vagues vont être en même temps, et là, ça va faire une vague plus grosse. D'accord ? Donc, selon les directions, on va avoir soit un truc calme, soit un truc bien marqué. Et le truc, c'est que des atomes, vous en avez plein. Dans un bout de cristal, vous avez des millions, des milliards d'atomes. Donc, ce phénomène va avoir énormément d'importance. Dans certaines directions, ils vont rien renvoyer, dans d'autres directions, ils vont renvoyer ce qu'on leur balance dessus. Et alors, qu'est-ce qu'on leur balance dessus aux atomes? Les atomes, on les emmène pas à la plage là, pour voir les vagues, on leur balance des rayons X. Des ondes qui sont des rayons X, mais ça se passe vraiment comme des vagues à la plage. Vous les balancez sur votre cristal, chaque atome va renvoyer dans toutes les directions sans s'occuper des autres, et vous regardez derrière sur un écran,
Et il y a certaines directions où tous les atomes vont envoyer des ondes qui vont être en phase. C'est-à-dire que les vagues, les crêtes des vagues vont se trouver au même endroit. Et ça va vous faire un gros point lumineux. Vous avez des directions où, au contraire, ça va être opposé, ça va vous faire du noir, comme le reste. D'accord? Donc, quand vous envoyez ça sur un cristaux, alors j'aurais peut-être dû commencer par ça. Un cristal, les atomes, c'est petit, hein, vous ne voyez pas que c'est un cristal. Vous voyez, vous avez un petit bout comme ça, vous lui balancez des rayons X et vous regardez sur l'écran derrière. Si vous voyez une figure comme ça, avec plein de petits points blancs sur un fond noir, ça veut dire que vos atomes ils sont bien arrangés, ils sont bien ordonnés parce qu'ils arrivent à envoyer dans une certaine direction tous ensemble une onde qui va bien se sommer et dans d'autres directions, au contraire, qui va s'annuler. Si jamais vous prenez quelque chose qui est un matériau qui est totalement aléatoire, je ne sais pas, est-ce que vous avez une idée de matériau aléatoire ? Quelque chose qui, à votre avis, quand vous regardez au microscope, c'est n'importe quoi dedans. Il n'y a pas de... Ouais, le charbon, le bois, en fait, tout ce qui va être organique, en général, va croître de façon un peu aléatoire. Le bois, tous vos atomes de bois, là, ils sont de carbone, donc dans le bois, ils sont rangés n'importe comment. Si vous lui envoyez des rayons X derrière, vous allez voir, ça va être tout gris. Il n'y aura pas spécialement de direction où toutes les ondes vont se sommer, des directions où toutes les ondes vont s'annuler. Donc ça, c'est ce qu'aiment les physiciens pour repérer est-ce que c'est un cristal ou pas. Et alors, donc la définition des physiciens, c'est le raisonnement. Alors là, je l'ai pourri un peu, malheureusement, c'est enregistré, mais le raisonnement, disons, empirique, c'est on sait que quand les atomes sont bien rangés de façon périodique, ça fait une figure comme ça. Donc on se dit, il n'y a pas de raison que l'inverse soit pas vrai. S'il y a une figure comme ça veut dire que forcément les atomes doivent être bien rangés. Parce que sinon quoi, la justification est pas immédiate, c'est juste parce que sinon ça serait trop triste. Et ça, c'est pas vraiment une justification scientifique. Et justement, ce qui s'est passé, alors en 82, j'ai mis... Ouais, ça se voit que j'ai pas regardé mes slides avant, j'ai oublié le... Donc ça, c'est la définition avant 1982. Donc, moi, personnellement, j'étais déjà né. Et c'était un cristal, c'était quelque chose de périodique. Et en 84, ils se sont rendus compte qu'il y avait des matériaux qui faisaient des figures comme ça. Donc ça veut dire que c'est ordonné, on s'attend à ce que ce soit un cristal, mais... alors ça, je ne vais pas vous dire les détails, mais les mathématiciens ont montré que pour avoir une figure comme ça, c'était impossible d'avoir quelque chose de périodique. Ça, je vous demande de me croire sur parole. Vous ne pouvez pas avoir quelque chose de périodique qui fait une figure comme ça, parce que cette figure, si vous comptez le nombre de points comme ça, il y en a 10. Vous la tournez d'un angle de 36 degrés, et elle est invariante. Et ça, c'est impossible pour quelque chose de périodique. Donc ça a été un peu... je vais dramatiser un peu, c'était la foire d'empoigne. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé un matériau qui ressemblait à un cristal, mais qui, théoriquement, ne pouvait pas être un cristal. Donc pendant une dizaine d'années, tous les physiciens se sont disputés. Celui qui avait trouvé ce matériau, il s'est fait notamment un peu agonir par monsieur Linus Pauling. Je ne sais pas si vous connaissez Linus Pauling, qui a 2 prix Nobel, pas mal. Un en chimie, un de paix, je ne sais pas trop pourquoi, mais bon. Et qui lui disait, ouais, les quasi-cristaux, il n'y a pas de quasi-cristaux, il y a juste de la quasi-science. Donc quand vous êtes jeune, que vous avez découvert quelque chose et qu'il y a un prix Nobel qui vous dit ça, ça calme un peu. Mais il s'est quand même acharné et ça a mis à peu près 10-20 ans avant qu'on reconnaisse que oui, effectivement, il y a des matériaux qui sont comme ça. Et le monsieur qui a découvert ça, donc, qui s'appelle Dan Shechtman, a fini par avoir aussi un petit prix Nobel de chimie en 2010. Donc il ne s'est pas acharné pour rien. D'accord? Donc là, est-ce que les quasi-cristaux, vous voyez à peu près ce que c'est maintenant? Si je résume, c'est des matériaux qui sont ordonnés comme les cristaux. Qu'est-ce que ça veut dire ordonné? C'est-à-dire que si on leur balance des rayons X, des ondes, ils vont faire une jolie figure comme ça, mais qui ne sont pas périodiques, qui ne sont pas aussi ordonnés que des cristaux, comme on aimerait. Et le problème, c'est que on se demande qu'est-ce qu'on peut avoir comme quasi-cristal dans la nature? Ok, maintenant on sait que ça existe, mais on en a trouvé un par hasard. C'est le premier, on l'a trouvé vraiment par hasard en 84. Depuis, on en trouve de temps en temps par hasard, mais est-ce qu'on pourrait expliquer leur structure et faire une classification complète? On aime bien faire des classifications quand on fait des maths, même de la physique, même de la chimie, de la science, quoi, en fait. Donc j'ai un exemple que j'aime bien, c'est cet exemple, ça vous parle, ça?
C'est quoi ça? Attention, là, parce que là, c'est antipatriote si vous répondez pas. Hein. Non, ah, pardon, non, mais je voulais dire globalement, moi, je suis pas, c'est une question plus. Non, 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 c'est la classification périodique des éléments de Mendeleïev. C'est juste ça que je voulais. Et alors, vous voyez, j'ai des petites couleurs. Il y a des trucs qui sont marqués en bas que vous voyez peut-être pas. Regardons par exemple le rouge. Le rouge, il y a à peu près, moi je suis nul en chimie aussi, il y a à peu près les éléments que je connais. Hein, carbone, S, ça doit être quoi, je sais même pas. Ouais, non, en fait, il y a plus que les éléments que je connais. Étain, plomb, mercure, or, argent, cuivre, fer, et ceux-là, je sais pas trop. C'est disons, les plus célèbres, on va dire. Et en fait, ceux qui sont en rouge, c'est ceux qui étaient connus à l'Antiquité. Et vous voyez, les différentes couleurs, en fait, c'est quels éléments étaient connus à quelle période. Donc, en jaune, il y en a un peu plus, c'est ceux qui étaient connus au moment de la Révolution française, quand Lavoisier a publié sa liste des éléments. Il a publié une liste, pas une table périodique, une liste de tous les éléments qu'on connaissait. Et après, il y a donc Mendeleïev en 1869 qui est venu et qui a fait une table. Dans cette table, il a placé les éléments qu'on connaissait. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez pourquoi il y a cette table, hein, cette histoire de structure électronique, enfin, il y a une explication derrière. Mais il a placé les éléments qu'on connaissait et il y avait plein de cases vides dans la table. Au moment où Mendeleïev a publié sa table, il y avait plein de cases vides. Et ça, pourquoi c'est intéressant, c'est les chimistes se sont mis à regarder la table en disant « Ouais, tiens, cette case, elle est vide. Est-ce qu'il y a une raison? Ou est-ce que c'est juste qu'on n'a pas assez cherché? Est-ce qu'il y a un matériau qui existe vraiment, enfin un atome qu'on va pouvoir mettre dans cette case ?» Donc ils ont cherché, et ça a pas mal stimulé la recherche là-dedans, et finalement, voilà, toute la table est remplie. Ouais, donc là, ouais, j'ai un peu raffiné sur les dates, j'aurais dû en mettre un peu moins, mais qu'est-ce que je veux dire avec cet exemple? Je veux dire que pour les quasi-cristaux, on en est un peu au moment de Lavoisier. C'est-à-dire ce qu'on a, c'est on a des listes de quasi-cristaux. On dit, oh, on a trouvé celui-là, il y a machin, il a trouvé un truc qui ressemble à ça, et on a une liste. Et on n'a pas de table. Il nous manque un Mendeleïev qui viendrait avec une table en disant, bah voilà, les quasi-cristaux, ça marche comme ça, ils ont telle ou telle structure, voilà la table, ceux qu'on a trouvés pour l'instant, ils sont dans ces cases-là, maintenant, toutes les autres cases vides, il va falloir un peu se bouger les fesses pour chercher ce qu'il y a dedans. D'accord? Donc ça, on n'y est pas encore, et c'est ce qu'on aimerait faire dans ce domaine. Ouais, il vous reste encore un peu de force pour la dernière partie? On va parler d'indécidabilité. Indécidabilité. Alors ça, j'aime bien me venger parce qu'en russe, il y a beaucoup de syllabes dans les mots, et en français, beaucoup moins, sauf celui-là, il est quand même assez méchant, il faut reconnaître. Indécidabilité. Alors, indécidabilité, c'est quoi? Je reviens un peu au puzzle. Hein, j'oubliais un peu la physique. La physique, c'était plus la justification pourquoi on s'intéresse à ça. Alors, pas seulement pour faire des puzzles. Mais moi, ce que j'aime, c'est les puzzles quand même. Donc, je reviens au puzzle. Et on se dit, ouais, quand même, l'exemple numéro 2 que j'ai donné, je vous ai affirmé qu'on pouvait continuer, mais quand même, vous n'êtes pas forcé de me croire. Hein, peut-être je vous raconte des crasses. Et est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de le vérifier? Hein, donc, le problème qu'on se demande, c'est, on vous donne des tuiles. Est-ce que vous pouvez déterminer assez rapidement si oui ou non c'est possible de faire un puzzle aussi grand qu'on veut? Hein, donc, aussi grand qu'on veut, je mets couvrant tout le plan. Donc ça vous semble peut-être un peu bizarre, mais ça veut dire infini. Mais si vous préférez, c'est exactement équivalent à dire qu'on peut faire des trucs aussi grands qu'on veut. Hein, vous me dites 10 km, je prends le puzzle, je vais m'acheter assez de tuiles et je vous fais un puzzle qui couvre un carré de 10 x 10 km. Vous me dites 100, il me faut plus de tuiles, mais je vais y arriver aussi. D'accord? C'est ce qu'on appelle le problème du puzzle. Et alors, l'approche naturelle, c'est celle qu'on a déjà essayée. On va essayer de couvrir des zones de plus en plus grandes. Hein, on essaye avec nos blancs chemins. Et puis, il y a deux solutions. Enfin, il y a deux choses qui peuvent se passer. Il peut se passer que, mettons, j'essaie de couvrir la table qui est derrière, avec mon puzzle, et puis je suis très très tenace, j'essaye toutes les possibilités, mais j'ai tout essayé, à chaque fois je finis bloqué à un moment, c'est impossible de couvrir la table. Dans ce cas-là, je dis, c'est aussi impossible de couvrir le plan. Si je n'arrive pas à faire la table, c'est sûr que je ne vais pas arriver plus loin. Donc je peux répondre, non, ce puzzle, c'est impossible. Et ça existe des puzzles comme ça, c'est pas très dur de faire des exemples. Il y a une autre chose qui peut se passer, c'est que je couvre ma table, et puis au bout d'un moment, c'est un peu comme notre puzzle numéro 1,
je remarque que, ah tiens, là ça se répète dans cette direction, dans cette direction. En fait, si je prends ce motif, je peux le répéter régulièrement sur la grille. Ouais, c'est ce qui s'est passé avec notre premier puzzle. Dans ce cas-là, je peux dire, ah bah oui, effectivement, c'est possible de faire aussi grand que je veux. Il suffit juste de répéter plus longtemps. Ça va être plus long, mais ça va être facile. Ouais, ça, c'est les deux techniques de base pour le puzzle. Donc ça peut être long, mais justement, pour faire des trucs pénibles et longs comme ça, on a un ami qu'on aime bien depuis quelques années, enfin, maintenant ça commence à faire un moment, c'est l'ordinateur. Hein, l'ordinateur, il aime faire des choses bêtes et méchantes, répéter des millions de fois, essayer de couvrir la table en faisant toutes les possibilités. Nous, on aime moins. Mais le problème, c'est que c'est très long. Il y a beaucoup de possibilités, souvent. Donc j'ai un exemple qui commence à être un petit peu vieux, mais qui date de 2008. En 2008, il y a un Anglais qui a vendu un puzzle, comme ça, qui s'appelait Eternity 2. Alors il y avait Eternity 1 avant, mais je vais juste parler de celui-là. Donc c'est un puzzle 16 x 16. Donc il y a 256 pièces. Si vous allez au magasin de puzzle, 256 pièces, en général, c'est marqué 3 ans, quoi. C'est facile. Et donc il vend ce puzzle. Alors c'était quand même pas donné, je crois que c'était 45 €. Et son défi, c'était, bah, si vous arrivez à faire ce puzzle, vous m'envoyez la solution sous enveloppe cachetée, je mets toutes les solutions sur ma table, et en 2010, donc 2 ans après, je commence par le bas, j'ouvre, et la première solution correcte que je trouve, je donne 2 millions de dollars à celui qui a trouvé la solution. Pas mal. 256 pièces, 2 millions de dollars, ça fait cher la pièce, quoi. Et qu'est-ce que vous croyez qu'il est arrivé? Eh bien, personne n'a réussi à faire le puzzle dans les 2 ans. Ça se trouve, il est impossible, on n'est pas totalement sûr. Personne n'a réussi à torturer la personne pour être sûr que c'est possible. Alors, il paraît qu'il y a une solution déposée chez un huissier, je ne sais pas. Mais personne n'a réussi à montrer que c'était impossible non plus. Alors qu'on se dit, c'est pas très gros. Évidemment, ils ont essayé avec des ordinateurs. Hein, alors c'est pas, ils ont pas, enfin, au début, on essayait un peu avec la main, et puis on comprend vite que bah non, il y a beaucoup de possibilités. On essaie avec l'ordinateur, on n'y arrive pas. D'accord? Donc les puzzles comme ça a l'air de rien, mais ça peut être très très long. Et il y a un deuxième problème, c'est que ça peut être vraiment très très long. Parce que là je vous dis c'est très très long, mais c'est un temps fini. Hein, je veux dire, le nombre de possibilités, c'est un grand nombre, mais il est fini. C'est en imaginant que vous avez beaucoup de temps, ou que vous attendez quelques années que les ordinateurs soient plus puissants, un jour, et on va finir par le trouver. Mais moi, la question que je pose sur les puzzles, c'est un peu plus que juste faire un puzzle de 16 x 16, c'est est-ce qu'on peut recouvrir le plan tout entier? Et le plan tout entier, c'est un problème, c'est un peu infini. Donc, c'est pas évident il faudrait qu'on puisse trouver un argument, comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Soit on trouve quelque chose de périodique qu'on peut répéter, dans ce cas-là, on répond oui. Soit on se rend compte que c'est impossible de couvrir un truc de la taille de la table, dans ce cas-là, on répond non. Hein, donc je répète, ça, c'est si on trouve un motif ok, mais maintenant qu'on a parlé de puzzle périodique, on commence à voir d'où peut venir le problème. Qu'est-ce qui se passe si jamais votre jeu de tuiles il est apériodique, comme le jeu numéro 2 au début? Hein, c'est-à-dire que vous donnez à votre ordinateur un jeu de tuiles apériodique, et lui il va essayer de faire le puzzle, et il va essayer soit de chercher quelque chose de périodique qui peut continuer, mais il ne va pas trouver puisqu'on lui donne un jeu apériodique, soit quelque chose qui ne peut pas paver. Il ne veut pas trouver non plus parce qu'on sait que ça peut paver. Donc il va continuer, il va dire bah, jusque-là tout va bien, et puis bah, voilà, vous êtes devant, qu'est-ce que vous faites? À un moment vous êtes mort, hein, donc vous avez perdu. Et ça va mettre un temps infini, vous n'arrivez pas. Il va falloir trouver un autre argument pour prouver qu'on peut continuer le puzzle. D'accord, donc si vous vous rappelez, Berger, j'en ai parlé au début, c'est celui qui avait sorti le premier puzzle apériodique en 64. Et donc il n'a pas fait que ça, il a montré qu'en fait ce problème, c'est-à-dire décider si oui ou non on peut couvrir le plan avec un puzzle qu'on vous donne, il est ce qu'on appelle indécidable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire indécidable? Alors je définis plutôt décidable d'abord. Décidable, c'est-à-dire qu'il existe un programme d'ordinateur. Si vous lui donnez moi je vais faire avec les puzzle, si vous lui donnez un puzzle, il va vous répondre en temps fini si oui ou non c'est possible de paver. Hein, donc je vous donne un exemple qui est un peu stupide, mais bon. Est-ce qu'un nombre entier est pair ou impair? Vous pouvez le faire vous-même aussi. Vous regardez le nombre entier, vous regardez le dernier chiffre. Si c'est 2, 0, 2, 4, 6, 8, vous répondez oui. Et si c'est pas ça, vous répondez non. Donc le problème est décidable, facile.
Il y a des problèmes le puzzle Eternity 2 tout à l'heure, là, lui, il est décidable. Il suffit de regarder tous les trucs et vous allez y arriver. Le problème, c'est que c'est long, mais ça reste décidable. Et là, ce que nous montre Berger, c'est que c'est pire que ça. La situation est encore pire. Il y a des problèmes qui sont indécidables. Et il montre que c'est impossible. Il n'existe pas de programme d'ordinateur qui va pouvoir vous répondre oui ou non à votre question. Et alors, on pourrait penser comme ça que c'est quelque chose de super compliqué, l'indécidabilité. Mais en fait, c'est relativement simple. Et ça date à peu près des années 30. Il y a une question que se sont posées les informaticiens au moment où ils ont commencé à construire des ordinateurs, c'est à peu près à cette époque, c'est bon, j'ai construit un ordinateur, j'ai lancé un calcul, et là, il calcule, et je me dis, ah, zut, peut-être il y a une erreur, peut-être ça se trouve, il va tourner tout le temps. J'aimerais bien avoir un programme magique qui, je lui montre mon programme à moi, et je lui dis, oui, programme magique, est-ce que mon programme va toujours s'arrêter, ou est-ce qu'il y a un bug et il va tourner pour toujours ? Je ne sais pas si vous utilisez l'ordinateur de temps en temps, des fois c'est énervant. Ça s'est un peu amélioré parce que... Je ne sais pas si c'est tellement amélioré, mais des fois vous installez quelque chose. Je me rappelle, c'était quand j'étais petit, il y avait Windows 3.11. Vous installiez quelque chose sur l'ordinateur, il y avait une petite barre bleue qui progressait avec des pourcentages. Et puis au début ça allait super vite, et vous dites ouais, c'est bon, dans 2 minutes c'est fini. Puis ça allait de moins en moins vite, là vous étiez à 90%, 98%. 98, ça reste. Et vous voyez, en dessous, il y a un message. C'était marqué ça. C'était si votre ordinateur s'arrête relativement longtemps, veuillez le redémarrer. Et là, quand vous êtes 15 minutes devant l'ordinateur, vous faites quoi? Vous dites, ah, là, c'est relativement longtemps ou non? Comme vous êtes embêté, vous aimeriez bien savoir si il va finir ou pas. Il est en train de planter ou pas. Donc ça, c'est le problème de l'arrêt, ça s'appelle. On aimerait bien savoir si le programme il va s'arrêter ou pas, quoi. Et celui-là, malheureusement, il est indécidable. Et la preuve elle tient en 3 lignes. Donc, je ne suppose pas que vous sachiez programmer, mais programmer, c'est vraiment suivre des instructions. Comme vous faites une recette de cuisine, on vous dit, voilà, il faut d'abord, je sais pas, éplucher les carottes, puis après les râper, puis faire revenir l'oignon. Hop, vous suivez une suite d'instructions. Donc, c'est vraiment un programme. Et si vous supposez qu'il existe un programme magique, là, comme on voudrait, le programme arrêt qui vous dit si votre programme, il va s'arrêter ou pas. Et vous êtes très méchant et vous faites un programme qui ressemble à ça. Mon programme, il s'appelle P, on met des parenthèses pour être joli. Et il dit, est-ce que moi-même, programme P, je vais m'arrêter? Le programme magique, il va répondre oui ou non. S'il répond oui, qu'est-ce que je fais? Je suis très méchant, je ne m'arrête pas. Je fais une boucle sans fin. Si au contraire, il dit non, tu ne vas pas t'arrêter, alors là, Как назло, vous dites en russe, je m'arrête. Je fais le contraire de ce qu'il me dit. Et évidemment, si vous donnez à manger ce programme à la machine arrêt, elle ne va pas répondre la bonne chose. D'accord? Donc c'est vraiment un truc logique tout simple qui vous montre que vous ne pouvez pas rêver d'avoir un programme magique comme ça. Donc là, ça paraît un peu artificiel, mais en fait, tous les programmes indécidables qu'on trouve, on ramène à ce problème. On arrive à montrer que un problème de puzzle va se ramener à ce problème. Alors, rentrer dans les détails, je ne vais pas le faire. Ça, c'est les pages de la thèse de Berger, là, en 64. Son idée, c'était quoi? On va faire des pièces de puzzle qui vont simuler un programme d'ordinateur. Et si jamais j'arrive à faire quelque chose de plus grand, sans m'arrêter, ça veut dire que mon programme, en fait, va jamais s'arrêter. Un peu intuitivement, on le voit, j'arrive toujours à agrandir mon puzzle, mon programme ne s'arrête pas. Si au contraire, à un moment, je suis bloqué, ça veut dire que mon programme s'arrête. Et du coup, si jamais vous avez un programme magique qui est capable de répondre si votre puzzle il marche ou pas, ça veut dire qu'il va être capable de répondre si un programme s'arrête ou pas. Et ça, on sait que c'est pas possible. Bon, je vais m'arrêter là. Donc, j'espère que vous avez bien aimé et à peu près compris. Je ne sais pas si tu veux intervenir, mais sinon, j'ai ramené quelques puzzles, justement, où on va pouvoir faire une petite activité puzzle. Et alors, moi, je ne vous promets pas 2 millions de dollars, mais j'ai un défi quand même à vous proposer.